Merci beaucoup aux organisateurs de m'avoir invité à cette conférence, de manière à présenter donc une partie de mes travaux. Et notamment, elle fait suite, c'est l'après-Pavie, puisque Anne de Montmorency donc, est l'un des rares survivants, prisonniers, mais survivants, ce qui compte finalement, et qui va pouvoir lui permettre donc de développer sa place en tant que ministre favori de François Ier, donc à la fin des années 1520, et puis tout au long des années 1530, jusqu'à la disgrâce de 1541, bon, avec une petite frayeur déjà en 1535-36, et un rétablissement qui suit, et qui va d'ailleurs trouver un point d'aboutissement avec la nomination donc, à la charge de connétable en 1538. Alors, lorsque les Archives nationales, Madame Nicolas m'a contacté, elle m'a demandé de faire un point aussi sur les sources que j'avais utilisées. Et donc je commencerai par mettre en avant les sources que j'ai dont je me suis servi pour se construire la thèse qui vous a été présentée tout à l'heure. Alors il s'agit essentiellement de 3 dépôts. Alors ce ne sont pas les seuls, parce que je suis allé aussi dans quelques dépôts provinciaux, notamment en Languedoc et dans le Périgord. Mais il y a essentiellement donc 3 dépôts d'archives. C'est d'une part, alors la clé de voûte de tout, ce sont les archives de Chaude de Chantilly. La série L, la correspondance des Montmorency, vous voyez que ça fait 112 volumes. Alors modestement, je n'en ai pris que les 15 premiers, ce qui représente quand même à peu près 3000 lettres déjà, donc ce qui est pas mal. Et puis donc, alors ces 3000 lettres, comme il a été dit tout à l'heure, alors je ne le savais pas quand j'ai ouvert les premiers tomes, il s'agit donc d'une correspondance reçue, ce qu'on appelle une correspondance passive, et qui présente une double particularité. La première, c'est qu'elle est extrêmement resserrée dans le temps, finalement. Donc elle couvre surtout les années 1529-1530. Et elle ne va quasiment pas au-delà de février 1531. Et elle ne commence pas avant le début 1529. Sauf pour le premier tome, mais qui est un tome relatif à les gens qui lui écrivent notamment d'Italie pour les années autour de la Bicoque, les années 1521-1522. Donc finalement, je me suis surtout servi des tomes 2 à 15, qui sont vraiment centrés sur cette période donc, de 1529-1530, c'est-à-dire, et ça a été rappelé tout à l'heure, à la fois par la réunion de la rançon, et par toutes les opérations qui consistent à libérer les fils du roi et qui figurent en fait comme un test de la part de l'équipe dirigeante, le roi, sa mère, donc qui vont tester les capacités d'Anne de Montmorency à pouvoir faire plier les résistances. Il y en a quand même quelques-unes, même si grosso modo, on a vu tout à l'heure, c'était passé sans révolte et sans trop d'encombre. Bon, la noblesse a un petit peu tiqué quand même à verser 10% de ses revenus pour le roi, à la seule condition que ça soit une fois n'est pas coutume et qu'on ne lui prélève pas tous les ans comme ça 10% de ses revenus. Donc c'est ce test, ça c'est la première surprise, donc ce resserrement sur 1529-1530, et puis seconde surprise, c'est que cette correspondance, elle s'adresse en fait à 2 personnages. D'une part, Anne de Montmorency, et aussi son secrétaire, en particulier Nicolas Berthereau. Et là, alors, à ma connaissance, c'est un cas qui est quasiment unique, d'avoir à la fois donc, les lettres reçues par le principal personnage et puis par son secrétaire, avec cette particularité de ce qu'on peut appeler des lettres doubles. Donc on a 2 lettres qui arrivent, souvent le même jour ou à 24 heures d'intervalle, rédigées par la même personne, l'une à Anne de Montmorency et l'autre à Nicolas Berthereau. Et donc on peut croiser les informations, réfléchir aussi sur la manière dont sont présentées les informations, ce qui est commun aux deux, ce qui apparaît en tête, à la fin, ce qui est laissé de côté par l'un ou par l'autre. Donc c'est quand même extrêmement intéressant. Et puis toujours à Chantilly, donc il y a toutes les séries, à la fois donc les registres et puis les cartons, donc A, B, BA, BB, etc. Donc ça concerne les seigneuries. Donc il y a la baronnie de Montmorency, la seigneurie de Chantilly, et puis toutes les autres seigneuries franciliennes d'Anne de Montmorency. L'autre grand lieu d'archives que j'ai utilisé, c'est évidemment la BNF, avec tous les manuscrits français, où on a aussi une partie de la correspondance passive qui est conservée, et notamment la correspondance passive de Monsieur de Clermont, qui à partir de 1527 donc, a été le lieutenant général du roi en Languedoc, dont le nouveau gouverneur est Anne de Montmorency. Et on va voir
avec les diapositives qui suivent, quel est le lien qui unit les deux hommes. Donc, mais il y a aussi donc, le cabinet des titres, évidemment, pour les recherches généalogiques, les Clérambault pour les montres, parce que ce qui est intéressant également, et ce que j'ignorais au début, c'est qu'une partie des gens qui écrivent à Anne de Montmorency et à son secrétaire, eh bien, appartiennent à la compagnie d'ordonnance d'Anne de Montmorency. Et là, donc, ce sont des gens qui non seulement sont des militaires présents à Pavie, entre autres, ils sont là déjà, ils échappent à la mort, mais ils sont là. Ils occupent des offices domestiques pour Anne de Montmorency, ils occupent des offices curiaux et certains remplissent même des fonctions diplomatiques. Donc on a là une base de gens, de personnel qui occupe à la fois des offices privés, mais aussi des offices, on dirait aujourd'hui des offices publics ou des offices royaux monarchiques. Et puis donc les archives nationales, alors que j'ai à ma grande honte, beaucoup moins visité que les deux autres, mais quand même, donc j'ai eu accès à un certain nombre de séries, et notamment, ce qui est intéressant, c'est d'aller aussi dans le milieu central, et notamment donc l'étude 19, qui est celle de Jean Trouvé. Et là, je me suis trouvé d'ailleurs, oui, face à un problème, c'est que dans les registres de Chantilly, il est conservé le paiement à un certain Jean Trouvé de toutes ses études de droit à la fin des années 1520, payé par Anne de Montmorency. Donc on lui paye son collège, je crois que c'est Joël de Calvi, on lui paye ses chausses, ses vestes, ses cahiers, ses plumes, etc. Et on retrouve quelques années plus tard donc ce Jean Trouvé, dont l'étude est à côté de l'hôtel Sainte-Avoie, l'une des résidences d'Anne de Montmorency. Alors j'ai pas trouvé le lien encore. Bon, Jean Trouvé, c'est quand même un nom aussi de quelqu'un dont on sait qu'il n'a pas une famille légitime, a priori, mais ça fait partie peut-être de ces personnages que les grands aidaient, ou tout simplement aussi un bâtard qui n'est pas reconnu. Donc ça fait partie des choses qui restent encore à découvrir. Donc on a ces trois sites essentiellement à Paris. Alors là, mon intervention donc, elle sera basée sur la manière dont Anne de Montmorency devient, alors c'est une hypothèse de travail, devient l'un des principaux conseillers favoris de François Ier après Pavie, et surtout après le retour du roi en 1526. Et l'hypothèse de départ, c'est que finalement le roi il a plus grand monde autour de lui. Bonnivet est décédé, il y a une partie de la noblesse, donc Alençon est décédé ou en ermitage quelque part, donc il n'est pas présent en tout cas. Et puis pour les autres, le roi de Navarre, il n'a pas beaucoup d'influence quand même, et surtout il se trouve que Anne de Montmorency, c'est quand même quelqu'un qui est héritier d'une très grande famille de l'aristocratie, en tout cas de la noblesse francilienne, en tout cas de France, comme on dit à l'époque, puisque ce sont les premiers barons de France, donc d'Île-de-France. Et à ce titre, il a des alliances à la fois parmi la noblesse française, mais aussi parmi les maisons, les lignages du Parlement de Paris, notamment par sa mère, Anne Pau, qui lui a permis d'accéder donc, à un certain nombre de lignages aussi, qui ne sont pas forcément nobles, mais qui occupent des positions intéressantes parmi les gens qui rendent la justice au nom du roi. Donc ça, c'est le premier élément, c'est d'essayer de comprendre pourquoi il fait appel à lui. Alors, parce qu'il a des alliances nombreuses, deux, parce qu'il a réussi, grâce à la faveur royale, à s'immiscer au sein de la cour et à posséder des places particulièrement stratégiques, notamment celle de grand maître de France. Et puis 3, le roi lui a permis en quelques années, entre 1526 et 1528, de devenir le grand maître de France, de devenir le gouverneur du Languedoc et, comme ça a été rappelé tout à l'heure aussi, d'épouser l'une de ses cousines, puisqu'il est marié à Madeleine de Savoie, qui n'est ni plus ni moins que la nièce de la mère du roi. Donc ce sont des alliances quand même prestigieuses. Alors au niveau des alliances, je vous ai présenté ici une partie des alliances de Montmorency. D'une part, on s'aperçoit qu'il est lié avec des familles de Champagne, alors qui sont présentes également dans la thèse de Laurent Bourquin sur la Champagne au XVIe et au XVIIe siècle, avec notamment les d'Anglure, avec les d'Indeville, dont j'ai retrouvé le nom tout à l'heure sur l'exposition sur les imagiers du XVIe siècle, puisque les d'Indeville sont présents sur la petite exposition dans le hall. Et ces d'Indeville ont joué un rôle extrêmement important pour Anne de Montmorency. Donc, à côté des alliances prestigieuses comme celle de Madeleine de Savoie, alors qui la lie à la maison de Savoie, à la maison des Lascaris, puisque la belle-mère d'Anne de Montmorency, c'est Anne Lascaris qui descend des empereurs paléologues, donc c'est intéressant aussi. On a les d'Anglure, on a les d'Indeville. Les d'Indeville,
Également, on a aussi les Gouffiers, avec bien sûr l'amiral de Bonnivet, pour rappeler donc que la tante d'Anne de Montmorency a épousé en seconde noces le père de l'amiral de Bonnivet et d'Artus Gouffier également. Et c'est par les Gouffiers qu'Anne de Montmorency a pu s'introduire dans les arcanes du pouvoir, puisque son cousin, Artus Gouffier, donc, a été le grand maître avant lui. Il y a eu 3 grands maîtres importants sous le règne de François Ier, Artus Gouffier, et puis donc le bâtard de Savoie, qui deviendra le beau-père posthume d'Anne de Montmorency, puisqu'il meurt lui aussi à Pavie, me semble-t-il, le grand maître, le bâtard de Savoie. Il meurt en 1525, oui, c'est ça. Et donc il épousera la fille et héritière, enfin l'une des héritières, en tout cas de ce grand maître qui était grand maître avant lui. Et le 3e grand maître, c'est Anne de Montmorency. Donc toutes ces alliances sont prestigieuses. On a aussi des alliances moins prestigieuses, donc avec les Gouffiers, j'en parlais, avec les Clermont, et on voit sur l'extrême droite de la généalogie, Pierre de Clermont, donc qui est lié, qui est un cousin d'Anne de Montmorency, et qui devient son lieutenant général du roi en Languedoc, donc à partir de 1527. Et c'est ce Pierre de Clermont qui est chargé d'annoncer au Parlement du Languedoc le nom du nouveau gouverneur, et puis la ratification par le Parlement du Languedoc du nom du nouveau gouverneur. Mais on a également, ce qui est intéressant, donc, toute une série de descendances, donc avec les Dindeville, les Pau, les Villiers de l'Isle-Adam, qui font que Anne de Montmorency est bien intégrée parmi la noblesse, donc à la fois champenoise, bourguignonne, mais aussi francilienne, et aussi donc parmi ses alliances au Parlement de Paris, donc à travers les Pau, comme je le disais tout à l'heure. Ce qui fait que l'autre grand pilier de la puissance d'Anne de Montmorency, l'autre hypothèse que l'on peut émettre, toujours à travers les sources, c'est d'essayer de reconstituer ceux qui gravitent autour de lui et qui composent ce que j'ai appelé ses officiers domestiques majeurs, donc son conseil d'administration en fait, celui qui administre ses terres, celui qui fait partie donc de ce conseil qui chaque année écoute les receveurs qui présentent leurs registres seigneuriaux, qui les acceptent ou pas, qui font des remarques, et parmi ces hommes, donc il y en a une douzaine qui sont présentés ici. Le plus important, c'est Nicolas Berthereau. Alors lui qui est issu d'un lignage qui vient des bords de Loire et qui monte à Paris en quelque sorte au début du XVIe siècle, et qui fait un beau mariage avec une demoiselle de Saint-Mémin, dont le frère est lui-même notaire et secrétaire du roi, comme Nicolas Berthereau, les Saint-Mémin étant un lignage d'Orléans, me semble-t-il. On a également quelqu'un qui n'est pas inconnu, qui est Mathieu de Longjoux, qui va devenir évêque de Soissons, qui va être aussi, non pas chancelier, mais garde des Sceaux à la fin du règne de François Ier, et qui, lui aussi, appartient à cet entourage immédiat, donc des serviteurs très proches d'Anne de Montmorency. On a aussi toute une fratrie, les Lerouillet, Richard, Sébastien et puis René. Donc Richard, c'est l'oncle, Sébastien et René, ce sont les neveux. Et ce qui est intéressant, c'est que les Lerouillet sont en fait des cousins d'Anne de Montmorency, parce que le grand-père des Lerouillet était un bâtard du grand-père du grand-maître. Donc il a épousé une Lerouillet, et donc on a des liens quand même à la fois patrimoniaux, mais aussi donc de filiation avec ceci. Et puis on a la fratrie des Garges, alors vieille famille également aux confins de l'Île-de-France et de la Picardie, Pierre de Garges, Jean de Garges et également Christophe de Garges, dont il va faire des capitaines pour ses seigneuries, mais en même temps, on le voit dans les colonnes, ce sont des combattants, ce sont des guerriers, des gens qui appartiennent aux compagnies d'ordonnance, alors soit la sienne, soit celle de son frère, ou soit celle de gens proches, comme les Coligny par exemple, et ces gens-là donc vont exercer des fonctions extrêmement importantes au niveau donc de la gestion des affaires de Montmorency, mais également, et c'est ce qui apparaît sur les colonnes, les 3 dernières colonnes, on voit que petit à petit, eh bien, il va réussir à placer des gens qu'il connaît bien, en qui il a totalement confiance, qui lui sont totalement dévoués. On a par exemple quelqu'un comme Yvon Pierre. Il faut savoir, alors j'ai retrouvé ça aussi dans le CAF notamment, Yvon Pierre a un frère qui s'appelle Pierre, qui lui a eu les 2 mains arrachées lors de la bataille de Pavie.
Et donc il devient l'un des pensionnés du roi après 1525, à la requête du grand maître, donc à la requête d'Anne de Montmorency. Donc on a ces gens qu'il arrive à placer petit à petit ils occupent d'ailleurs à partir des années 1530 des places extrêmement intéressantes pour lui, puisque Nicolas Berthereau, comme il est marqué comme il apparaît sur le tableau, Nicolas Berthereau est l'un des clercs d'office. Alors qui sont les clercs d'office à la cour de France? Eh bien, vous avez le grand maître qui régit l'ensemble de l'organisation de la cour de France au quotidien, et puis pour tenir à jour le rôle de tous ceux qui sont pensionnés par le roi à la cour de France, on a des clercs d'office, et parmi ces clercs d'office, donc il y a Nicolas Berthereau, à partir de 1528, c'est-à-dire l'année même où Anne de Montmorency devient grand maître de France. Hop, il emmène avec lui dans ses bagages, en quelque sorte, Nicolas Berthereau, donc qui va tenir ses registres. On a également quelqu'un comme le Rouillé, qui devient le garde du trésor des chartes. Alors, quand on connaît l'importance des archives pour le roi de France, on mesure aussi l'importance d'avoir quelqu'un qui connaît bien le fonctionnement et qui peut éventuellement servir d'intermédiaire, le cas échéant, pour des actions judiciaires. Et puis donc on a un certain nombre de personnages qui occupent des fonctions donc judiciaires, et quelqu'un comme Charles de Magny, alors qui est lui aussi une vieille famille d'Île-de-France, qui termine donc comme capitaine de la porte, donc celui qui est au guichet du Louvre et qui filtre les entrées. Le vigie pirate de l'époque, en quelque sorte. Bon, c'est une passoire quand même à l'époque, beaucoup plus qu'aujourd'hui. Ça dépend des lieux, remarquez, mais on entre quand même extrêmement facilement donc, au Louvre à l'époque, mais il y a quand même cette fonction prestigieuse donc, qui permet un peu de filtrer les entrées. Cette domination, elle s'assoit aussi sur le foncier. Le foncier est là donc en reprenant les inventaires et notamment les registres de la BNF, eh bien, on s'aperçoit que les gens qui gravitent autour d'Anne de Montmorency sont extrêmement bien possessionnés, alors soit de manière laïque, seigneurie foncière, soit de manière ecclésiastique, des bénéfices religieux, entre un triangle compris entre les vallées de l'Oise, les vallées donc, de la Marne et la vallée de la Seine, au moins jusqu'à Conflans notamment, avec donc, soit des sièges épiscopaux, comme celui de Senlis, soit des abbayes royales, Royaumont et Rivaux, l'abbaye du Val, Maubuisson, pour les femmes de la famille Montmorency, et puis donc tout un nombre assez impressionnant de seigneuries, et ce qui est remarquable, c'est que tous les hommes qui gravitent dans l'entourage de Montmorency lui rendent foi et hommage, et ça donc on retrouve ça dans les registres de comptes de seigneurie qui se trouvent donc à Chantilly et que j'ai pu compulser. Donc c'est quand même... alors, ils ne sont pas possessionnés qu'en Île-de-France, mais ils sont aussi possessionnés en Île-de-France, à proximité de Montmorency. Alors Montmorency, c'est pas très grave parce qu'à Montmorency, il n'y a plus de château. Il y a juste un tribunal avec les plaides, mais les Montmorency n'ont pas reconstruit le château après la jacquerie du XIVe siècle. En revanche, le siège vraiment important, avant la construction des coins, donc avant les années 1540 et les années 1530 qui m'intéressaient moi, c'est bien sûr le château de Chantilly qui est commencé de rénover à partir de la fin des années 1520 et qui est le siège de l'administration centrale des Montmorency pour tous les fiefs franciliens et même au-delà, notamment pour les fiefs qu'il y a en Normandie. Alors, le troisième élément d'assise du pouvoir d'Anne de Montmorency, je l'évoquais tout à l'heure, c'est de savoir dans quelle mesure on peut compter sur lui pour essayer, le cas échéant, si nécessaire, de tenir quand même un petit peu en respect le Parlement de Paris. J'évoquais des liens familiaux. L'un de ses cousins, Gouffier, est lui-même conseiller clerc au Parlement de Paris, mais il meurt au milieu des années 1520, donc il n'est pas d'une très grande utilité lorsqu'il y a de petits événements après le retour du roi en 1526. En revanche, ce qui est remarquable, c'est que un certain nombre donc, de conseillers au Parlement, de conseillers au Châtelet, d'avocats, de notaires et secrétaires du roi, et donc particulièrement aussi de gens du Parlement de Paris, rendent foi et hommage à Anne de Montmorency en tant que seigneur foncier. Et là, ça crée des liens avec Anne de Montmorency, des liens de dépendance, des liens d'homme à homme, et l'on peut se demander dans quelle mesure, éventuellement, Anne de Montmorency pourrait, toujours le cas échéant, faire pression, plus ou moins, pour ces dynasties-là de juristes, d'autant plus qu'il existe
des alliances matrimoniales entre ces familles de juristes, donc qui renforcent aussi la cohésion du groupe, qui gravitent autour donc, du Parlement de Paris, du Châtelet, des notaires et secrétaires du roi, et qui rendent la justice au nom du roi. Donc on a des alliances matrimoniales, plus ou moins prestigieuses. On a une assise foncière en Île-de-France, notamment au nord de Paris, qui fait d'Anne de Montmorency non seulement l'un des plus anciens lignages au service de la royauté, ils n'ont pas trahi le roi depuis le XIIe siècle, et il y a un petit flottement quand même dans les années 1420, 1430, mais il y a un rétablissement quand même à partir notamment de la bataille de Montlhéry de 1465. Hein. Et puis des liens avec les gens qui rendent la justice au nom du roi, hein, qui peuvent servir, donc, et qui surtout, comme le précise l'une des lettres que reçoit Anne de Montmorency en 1526, hein, eh bien, il fait partie des gens dont le Parlement de Paris sait qu'ils peuvent compter sur eux et sur leur lien avec le roi pour, je dirais, faciliter les relations avec la monarchie, mais ça joue évidemment dans les deux sens. Le grand maître, donc, occupe aussi une place au conseil du roi. Et donc là, je me suis servi d'un des graphiques qui apparaît dans le livre des conseillers du roi sous la direction de Cédric Michon. Et donc, je l'ai emprunté un livre parce qu'on a construit ces graphiques avec ces livres. Alors là, notamment pour le coup, avec des archives nationales donc, et avec la série X1A, hein, qui sont donc les registres du conseil. On s'aperçoit d'une chose, hein, alors Anne de Montmorency, hein, il apparaît, voilà, c'est le petit histogramme ici hein, en jaune. Hein. Ce qu'il faut retenir, donc, c'est qu'on a hein, toute une série de conseillers. Premier élément, hein, c'est que Anne de Montmorency fait partie des conseillers assidus, hein, puisqu'il est là entre 15 et 24 fois sur l'ensemble du règne, en sachant qu'il n'entre au conseil qu'après Pavie et qu'il en sort en 1541. Donc grosso modo, il reste une quinzaine d'années, ce qui fait que sa présence est concentrée sur cette période-là, ce qu'on peut dire. On peut en déduire donc qu'il est relativement assidu au Conseil, heureusement, parce que c'est quand même lui que l'on présente, notamment chez les ambassadeurs, comme le chef du Conseil, donc dans les années 1530. L'autre enseignement du graphique et les graphiques qui suivent, hein, c'est que le Conseil du roi, eh bien, il est surtout, certes, il est dirigé par un des nobles d'épée, hein, comme Chabot, comme Montmorency, comme le bâtard de Savoie, hein, mais de plus en plus de places sont faites aux techniciens, hein, comme Breton, donc Villandry, comme Robertet, comme Duprat, hein, des gens donc, qui sont des secrétaires, des juristes, hein, des financiers, bref, des techniciens qui sont là pour préparer aussi le travail, même si la préséance, évidemment, demeure à la noblesse d'épée. Et en périodisant la présence au Conseil, alors on est parti de la mention, c'est-à-dire que à la fin des actes, hein, on a un tel était présent, un tel a signé. On n'a pas les présences sur tous les actes et on n'a peut-être pas non plus tous les actes. Donc c'est une indication. Hein, ce n'est pas une mesure fiable à 100%, hein, ça donne une tendance, hein, un trend, hein, mais en tout cas, hein, il ne faut pas prendre pour argent comptant, au jour le jour, hein, le fait que ces personnages aient siégé au Conseil. On a juste une indication sur la manière plus ou moins régulière dont ils sont appelés au Conseil du roi. Donc, forte présence hein, de tout ce qui est secrétaire, juriste, mais bonne participation aussi hein, de la noblesse d'épée, dont Anne de Montmorency, hein, qui appartient, donc je le disais, alors, qui présente cette particularité hein, d'être à la fois un noble d'épée, mais lié à ces familles donc, de parlementaires, de juristes, et qui entretient aussi en son sein et parmi son conseil des juristes et des parlementaires. Le quatrième point que l'on peut mettre en avant, c'est le fait qu'Anne de Montmorency, dans les années 1530, en tant que chef du Conseil, c'est aussi celui qui dirige la politique diplomatique de la France, c'est celui qui reçoit le chiffre. On en a des exemples, notamment dans la correspondance hein, du cardinal du Bellay, qui a été éditée depuis quand même pas mal de temps, mais là je crois qu'on en est au tome 7, hein, si ma mémoire est bonne, ou 6 ou 7. Hein. Et donc, ce qui est intéressant, hein, c'est que du Bellay, donc, à partir hein, de 1527-28, et puis surtout à partir de 1530, hein, s'adresse pratiquement exclusivement au roi et à Anne de Montmorency, et que on voit poindre quand même un phénomène qui est que Anne de Montmorency eh bien, intervient dans la nomination soit des résidents, soit des diplomates qui vont
en ambassade extraordinaire. Et là, alors je ne vais pas le faire tout le détail, hein, mais on a quand même un certain nombre de personnages qui sont liés. On a les du Bellay, dont on connaît les liens avec Anne de Montmorency. On a les Gramont, qui sont liés avec lui. On a Humière, qui fait partie des alliés, puisqu'il a épousé une descendante des Montmorency. On a la Guiche, dont le fils est le lieutenant dans la compagnie d'ordonnance d'Anne Montmorency. On a Gilles de la Pommeraye, qui va finir président de la cour des comptes de Bretagne, mais qui appartient aussi au petit cercle, un des officiers domestiques majeurs que j'ai évoqué tout à l'heure. On a François de la Tour, qui va faire partie aussi de la compagnie d'ordonnance d'Anne de Montmorency. On a Mathieu de Longuejoue, qu'on a déjà vu tout à l'heure. On a Antoine Macquot, qui lui dédicace des livres dans les années 1530. Et on a cette fameuse enluminure où on a Antoine Macquot qui lit en présence du roi, mais sur une autre enluminure gardée à Chantilly. On a la même scène, mais avec Anne de Montmorency essentiellement. On a Lambert Maigret, alors lui qui est lié d'une certaine manière, puisque une fois qu'il a été condamné pour des pratiques religieuses un peu subversives, eh bien Anne de Montmorency va récupérer son hôtel particulier et se l'approprier. Donc c'est une liaison un peu morbide, comment dire, pas morbide, mais intéressée, mais en tout cas, il est lié à lui d'une certaine manière. François de Rasse, intéressant, parce que c'est lui qui a organisé toute la logistique du traité de Cambrai de 1529. Il est présent là aussi. Jean de Saint, sieur de Marigny, il est bailli de Senlis, qui est à 10 km de Chantilly. C'est quand même intéressant. Et Jean de Saint a fait partie des 3 membres de la noblesse qui ont présenté la nécessité de la rançon à payer au roi en 1529 pour le bailliage de Senlis. Donc c'est quelqu'un qui a un intérêt avec Montmorency. Et puis on a Pierre de Varty, alors que l'on connaît par ailleurs, mais qui régulièrement en 1529 et en 1530 envoie des nouvelles en tant que gouverneur des enfants de France à Anne de Montmorency pour le tenir au courant de la santé des fils du roi. Alors soit Charles, celui qui est resté tout seul, et les filles, enfin les filles ça compte pas trop parce qu'elles ne tirent pas à l'arc, mais les garçons, une fois qu'ils sont revenus, le 1er juillet 1530, où là on a des récapitulatifs à la fois du sport et puis donc de l'alimentation, de l'état de santé des enfants. Bref, le tableau là, il est fait pour mettre en évidence des liens qui permettent à Anne de Montmorency, là encore, d'utiliser des gens dont il a confiance, dans lesquels il a confiance pour les ambassades à l'étranger, aux 4 coins de l'Europe, et qui sont là pour appliquer la politique qu'il tente de mettre en œuvre, qui a été suggérée tout à l'heure par Jean-Marie Le Gall, à savoir d'un accord finalement avec l'empereur, un statu quo. L'Italie, l'empereur, garde l'Italie, sauf le duché de Milan, et ça peut être aussi, l'expédition de Naples, notamment de 1528, peut être considérée là comme un moyen d'échanger le royaume de Naples contre le duché de Milan, à condition que l'un des fils du roi devienne duc de Milan, et puis donc permette d'annuler ou d'annihiler le champ clos des 2 adversaires, donc de Charles Quint et de François Ier. L'une des manifestations de la faveur du grand maître, c'est le nombre de dons, de gratifications, de faveurs qu'il reçoit, que reçoit sa famille et que reçoit les officiers domestiques majeurs que j'ai présentés tout à l'heure, ses fidèles et ses clients. Le tableau récapitule tout ce que j'ai pu repérer dans le CAF, donc le catalogue des actes de François Ier. Alors là encore, ce n'est peut-être pas exhaustif, c'est ceux qui sont exprimés, dont à Anne de Montmorency, dont à Louise de Montmorency, dont à Madeleine de Savoie, etc., soit ceux que j'ai pu retrouver grâce à la connaissance donc des patronymes de ceux auxquels le don était destiné. On s'aperçoit que finalement, jusqu'en 1525, Anne de Montmorency est présent à la cour, mais il fait partie, même si c'est un ami d'enfance qui a résidé à Amboise à partir de 1502-1503, avec la fameuse anecdote de Brantôme. Il y a François le Jeune, comte d'Angoulême, et duc de Valois, qui est là, et qui dit à ses 3 copains, qu'est-ce que tu voudras, toi, quand je serai fait roi de France? Et Montmorency dit, moi, je veux être connétable. Et ça tombe bien, en 1538, il sera nommé connétable. C'est assez extraordinaire. Bon, ça, évidemment, ça fait partie des choses qu'on a vues tout à l'heure, de la réécriture de l'histoire a posteriori pour justifier des éléments. Ce qui est intéressant, par contre, ce sont les périodes où la croissance des dons s'accélère, où elle est très intense, non seulement à Anne de Montmorency, ça c'est la première période, 26, 27, 28, 29, donc avant
après la libération et avant tout ce qui concerne les opérations de financement de la rançon du roi. On peut expliquer aussi le fait que 1529 soit relativement vide en dons, tout simplement parce que l'argent, il va à la rançon en priorité et peut-être pas à récompenser. La récompense, elle vient après, notamment à partir de 1530, 31, 32, 33, où là, bien évidemment, il s'agit de récompenser celui qui a permis la libération des fils du roi dans la douleur. Ça ne se passe pas tout seul. Il met quand même 6 mois quasiment à le faire, avec des moments où les Espagnols rechignent et comptent la loi des pièces, etc. Et finalement, le 1er juillet, il décide de franchir la Bidassoa quand même, et puis donc de récupérer les fils du roi coûte que coûte, parce que sa carrière est en jeu. S'il échoue, il peut dire adieu à toute carrière curiale au sein du gouvernement du roi. S'il réussit, alors là, au contraire, évidemment, ça lui ouvre les portes du Conseil royal, toute grande, et la faveur royale aussi. Mais ce qui est remarquable également, c'est que à partir de 1538-1539, on récompense non plus le grand maître connétable qui est quasiment au fait des honneurs, mais tous ceux qui sont dans son sillage, et notamment tous ceux qui composent l'architecture de la gestion à la fois domaniale, patrimoniale, mais aussi qu'il a introduit aux postes clés, enfin à certains postes, pas postes clés, mais en tout cas à certains postes au sein de la cour du roi. Et puis, la dernière phase, c'est 1541, 42, 43, et j'ai même arrêté le tableau après 1542 parce qu'on ne trouve plus aucune faveur en faveur justement des Montmorency, de leurs alliés, de leurs familles, de leur descendance. Et là donc ça stoppe brutalement, c'est la disgrâce de 1541 et le jeu des faveurs ne reprendra qu'avec le règne donc d'Henri II à partir donc de 1547, d'avril 1547. Donc on peut voir à partir de ces archives. Du coup, on peut essayer aussi d'analyser les sources et d'essayer de leur appliquer notamment l'informatique, mais aussi la notion de réseau. Comment Anne de Montmorency a-t-il réussi? Alors, le mot réseau n'existe pas à l'époque. Là, je coupe tout de suite pour les questions éventuelles. Mais on a des gens qui se mettent au service du puissant. Comment peut-on essayer de transcrire, notamment graphiquement, spatialement, le fait qu'Anne de Montmorency utilise ces réseaux, notamment, c'est une chance, 1529-1530, grâce à la correspondance passive que j'évoquais tout à l'heure. La première carte ici représente la répartition générale de la correspondance passive donc, qui est conservée à Chantilly, 1529-1530. Grosso modo, on s'aperçoit donc que Anne de Montmorency a des contacts quasiment partout en France. Il y a quand même des points blancs sur la carte. En Auvergne, il n'y a pas beaucoup de... Alors déjà, l'Auvergne, c'est pas non plus quand même une région extrêmement active. Il faut pouvoir la traverser. Et puis, elle ne joue pas un grand rôle... dans la politique française de l'époque. Et puis, il n'aura de seigneurie, notamment à Saint-Cyr, que dans les années 1540. Donc moi, je n'ai rien qui concerne ceci. La Bretagne, il n'y a pas grand-chose, sauf à bien tracer la ligne qui va de Saint-Malo à Nantes, pour une raison toute particulière, c'est que Anne de Montmorency est capitaine de Nantes et capitaine de Saint-Malo. Et qu'à Saint-Malo, celui qui est chargé de recueillir les fouages, c'est Nicolas Berthereau. Donc, il y a aussi là des liaisons quand même intéressantes à mettre en évidence. Donc, au-delà de la ligne Saint-Malo, Rennes, Nantes, c'est pas la Bretagne utile, en tout cas pour Anne de Montmorency, donc il n'y a quasiment pas grand-chose. En revanche, quand on va un peu plus dans le détail, on s'aperçoit qu'il est intéressant de découper l'année 1530 en périodes. D'une part, l'année 1530, j'ai réussi à rassembler un bon millier de lettres adressées à Anne de Montmorency et à son secrétaire pour l'année 1530. Et il apparaît, d'après moi, un découpage de l'année en 4 périodes. Au début de l'année, donc janvier-mars 1530, Anne de Montmorency est avec le roi. Vous savez que depuis la fin de 1529, François Ier descend tranquillement, dans la mesure et les moyens du temps, pour aller récupérer ses enfants sur la frontière basque à ce qui pense être le printemps et qui deviendra quasiment l'été 1530. Alors, au début, François Ier descend par la Champagne, la Bourgogne, et il a l'intention de descendre par la Languedoc.
À Lyon, il apprend qu'il y a une épidémie de peste, donc il va faire demi-tour avec la cour, il remonte sur le Val-de-Loire, et ensuite donc il va descendre, et notamment jusqu'à Bordeaux. Donc on a la correspondance, qui est une correspondance classique pour Anne de Montmorency, l'Île-de-France, et puis on voit se dessiner les centres d'intérêt, à la fois la Champagne, la Bourgogne, Lyon, centre économique, là aussi où une partie de la rançon est amassée avant d'être redistribuée en allant vers le bas. Et puis la vallée de la Loire. Pourquoi la vallée de la Loire ? Eh bien parce que la sœur du roi, Marguerite de Navarre, est enceinte, qu'elle n'a pas pu suivre la cour et qu'elle attend d'accoucher, tout simplement, en vallée de Loire. Donc il y a une correspondance entre Marguerite de Navarre et puis Anne de Montmorency qui s'échangent. Pourquoi l'arrêter à Mars ? Eh bien en mars, Anne de Montmorency quitte la cour et file tout droit vers la frontière basque de manière à pouvoir réunir la rançon et à préparer donc toutes les opérations relatives à la rançon et à l'échange. Le deuxième moment, c'est avril-juin 1530. Donc là, c'est le paroxysme et on a bien, me semble-t-il encore, un axe qui se dessine entre les Pays-Bas espagnols et la frontière espagnole, qui passe à la fois par Chantilly, par Paris, par le Val-de-Loire, et puis qui suit la cour, la descente de la cour, donc entre Amboise, Tours, jusqu'à Bordeaux, en passant par les différentes étapes de la cour, avec notamment donc des étapes plus ou moins longue à Angoulême, par exemple, ou à Bordeaux. Et alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que à Chantilly, eh bien, la femme d'Anne de Montmorency est restée à Chantilly parce qu'elle aussi est enceinte. Et d'ailleurs, elle accouchera à peu près au même moment que Marguerite de Navarre. Et donc, on a tout un cordon épistolaire, non seulement politique, mais aussi privé, avec des hommes qui font le chemin entre Anne de Montmorency, là où il est, donc à Bayonne, et puis Chantilly, pour l'avertir de l'avancée de la grossesse de la grande maîtresse. Alors, dans les conditions du temps, on annonce son accouchement pour le 15 juin, elle accouchera quand même le 17 juillet. Donc c'est quand même un nombre pas mal intéressant de lettres. Bon, c'est pas trop évidemment quand il a été conçu, mais ça fait partie des petits aléas, des surprises de l'époque. Une fois que les enfants du roi sont libérés, juillet-septembre 1530, la correspondance s'assèche au niveau de la frontière basque, remonte en même temps que la cour tranquillement vers le Val-de-Loire pour se terminer donc à Paris. Et surtout, je crois que ce qui est intéressant de constater, c'est que autant la correspondance était orientée nord-ouest, sud-est au début de l'année, autant elle bascule nord-est, sud-ouest pour le milieu de l'année, et elle rebascule nord-ouest, sud-est, à la fin de l'année, on reprend en fait les grandes tensions diplomatiques avec l'Angleterre, avec l'Italie, avec le Saint-Empire, avec les cantons suisses, parce qu'on a procédé donc à cette libération. Donc c'est intéressant d'avoir cet aspect spatial, m'a-t-il semblé, pour mettre en évidence les réseaux. Mais là où on peut aussi procéder, c'est que pour aboutir à ces opérations, il y a toute une série d'analyses en amont, et notamment, alors je n'en présente qu'un ici, rapidement, c'est l'indice, ce que j'ai appelé l'indice mensuel de dispersion des correspondances de 1530. En clair, donc, vous avez une toile d'araignée avec les mois, les lettres adressées à Anne de Montmorency, les lettres adressées à Nicolas Berthereau, et plus l'indice de dispersion ou de concentration. Alors, je n'ai pas utilisé le mot concentration parce que c'est un peu connoté quand même, donc j'ai préféré celui de dispersion. Plus l'indice de dispersion est élevé, plus les candidats sont concentrés en un point. Et plus il est faible, plus les correspondances sont dispersées, non seulement à l'échelle du royaume, mais aussi à l'échelle de l'Europe. Et là, évidemment, on a cette pointe en juin, juillet, 1530, qui correspondent au paroxysme des opérations menées pour la libération des fils du roi et la réunion de la rançon. Donc l'hypothèse qui est vérifiée, l'hypothèse de départ qui était dans quelle mesure utilise-t-il ces réseaux, elle semble vérifiée lorsqu'on analyse les sources et qu'on s'aperçoit donc qu'il y a un alignement des correspondants le long de cet axe qui va de Bruxelles à la frontière basque, au service d'Anne de Montmorency. Et c'est en partie pour ça qu'il a réussi le test de 1530, c'est qu'il a su mobiliser malgré les aléas, malgré les impondérables, parce que
pour un serviteur royal et pour un favori royal, hein, l'élément qui peut jouer le plus en sa défaveur, c'est évidemment d'être éloigné physiquement de la personne du roi. Or, au printemps 1530, Anne de Montmorency quitte la cour pendant 3 mois. Donc il a besoin de relais à la cour, il a besoin d'hommes de confiance à la cour, avec un seul exemple. Hein, tout à l'heure, j'ai parlé de Du Bellay qui lui échangeait des lettres pendant son ambassade en Angleterre, sa première ambassade, 27-29. Hein. Du Bellay revient en France en 1530. Eh bien, c'est Du Bellay qui, avec d'autres, mais pas seulement lui, mais avec quelques autres, hein, l'avertit de ce qui se trame à la cour en l'absence du grand maître, et il l'avertit de quelle manière? En utilisant le chiffre diplomatique qu'il utilisait en 1527-29 lors de son ambassade en Angleterre. Ce chiffre a été dévitalisé, on continue à l'utiliser pour ne pas pour mettre au courant Anne de Montmorency de ce qui se trame dans son dos pendant son absence, mais pour ne pas trop éveiller les soupçons. Enfin, ceci dit, envoyer une lettre en caractère cabalistique, ça peut déjà quand même éveiller les soupçons de ceux qui sont contre Montmorency. Alors il y a Duprat à l'époque, hein, notamment, qui œuvre pour essayer de déstabiliser Anne de Montmorency dans la réussite de son entreprise. Donc ça débouche sur quelque chose de totalement incompréhensible quand on n'est pas dedans, hein, c'est la mise en réseau, hein, de ces personnages. Alors ça peut être une manière beaucoup plus agréable à l'œil en utilisant des logiciels de sociologie, notamment Ucinet, hein, où l'on voit apparaître. Alors c'est exactement le même schéma, hein, alors présenté d'une manière totalement artisanale. Et là, je remercie les membres de mon jury qui ont accepté que je commande ça lors de la soutenance de thèse, parce qu'il n'y a que moi qui comprenais. Mais bon, ils ont accepté de le lire. C'est exactement, hein, la même présentation où on a, globalement, alors ça sera peut-être plus simple peut-être de revenir, on a globalement un carré, Pierre de Garges, Jean Grolier, Monsieur d'Iverny, donc Mathieu de Longjoux, et l'abbé des Rivaux, hein, qui est Richard Le Rouillet, qui, à la fin des années 1520, début des années 1530, est véritablement le quatuor qui régente l'ensemble des affaires d'Anne de Montmorency. Et puis on a les autres conseillers d'Anne de Montmorency qui occupent une position périphérique. Alors soit parce que cette position va être quasiment définitive, hein, c'est le cas de Christophe de Lubiano, qui est, à partir de 1527, chargé par Anne de Montmorency de s'occuper de toutes ses affaires provençales. Et c'est intéressant, et c'est surtout très lourd, parce qu'à partir de 1527, hein, Anne de Montmorency est seigneur des Baux-de-Provence, donc l'un des plus puissants nobles de Provence, hein, et puis il possède la maison du roi au jardin de Marseille, et il possède des galères. Et donc c'est Lubiano, qui n'y connaissent rien aux galères parce que c'est un cavalier, il fait partie de sa compagnie d'ordonnance, hein, n'y connaissant rien en possession foncière, eh bien, va être chargé, hein, de relier Anne de Montmorency à ça, mais lui, il va rester quand même à la marge, finalement, du système. Ou alors, on a des gens en attente, comme les deux frères Le Rouillet, les deux neveux, qui, lorsque l'oncle meurt en 1530, eh bien, vont se partager les affaires de l'oncle et vont occuper la place, hein, qu'occupait l'oncle. Donc, l'intérêt, quand on fait une analyse de réseau, hein, c'est qu'il faut bien raisonner en termes de changement potentiel. On ne peut pas présenter une analyse de réseau, enfin me semble-t-il, c'est difficile sur le long terme. Il faut vraiment choisir des séquences ou faire, hein, des flashs comme ça de temps en temps, à condition d'avoir les sources. Là, j'avais les sources, la correspondance passive, plus les registres, plus un certain nombre d'autres sources, dont les registres de Chantilly, ce qui m'a permis donc d'avancer une hypothèse et d'essayer de tenter, hein, de vérifier cette hypothèse en mettant en avant des outils informatiques, en me servant d'outils informatiques, de logiciels, hein, de sociologie, pour essayer, dans la mesure du possible, hein, de comprendre comment fonctionne un réseau au XVIe siècle, et en aboutissant tout simplement à quelque chose que l'on sait, mais qu'il faut quand même dire, hein, on n'appartient pas qu'à un seul réseau. On appartient à plusieurs réseaux qui sont mouvants, qui peuvent présenter plusieurs caractères. Dans le cadre d'Anne de Montmorency, on peut, c'est aussi une hypothèse, une suggestion, hein, présenter 3 grands réseaux différents. Il y a celui auquel il est intégré, notamment le Conseil royal, et qui ne vaut que tant qu'il a la faveur du roi. Il y a ceux qu'il contrôle, notamment grâce à la position au sein du Conseil, et il y a ceux qu'il dirige, notamment en tant que grand possesseur foncier, avec ces gens qui sont autour de lui. Et avec cela, donc, il peut à peu près, hein, faire ce qu'il veut. Les deux autres, hein, sont quand même beaucoup plus aléatoires, beaucoup plus changeants. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de voir comment s'articule,
hein, ces 3 positions à l'intérieur donc de 3 réseaux différents. Il y en a d'autres, il y a ceux de Nicolas Berthereau, et je pense qu'on pourrait même faire une étude de ceux qui n'arrivent pas à rentrer dans les réseaux. Ça serait aussi intéressant, mais là c'est toujours pareil, il faut quand même avoir les sources pour le faire. Et évidemment, ceux qui n'entrent pas sont ceux qui ont quand même laissé le moins de traces, fatalement. Du coup, en conclusion, on peut toujours essayer d'ouvrir aussi alors, sur ce qu'Alain Caillé appelle sa boussole, pour essayer de voir dans quelle mesure on peut placer les individus au sein des réseaux en fonction donc, de 4 tempéraments. Hein. Il y a l'intérêt pour soi, donc l'amour propre, la vanité, l'utilité, le conflit, le désir de possession. Il y a à l'opposé l'aimance, l'amitié, l'amour, la compassion, la générosité, l'altruisme. Il y a donc l'obligation, hein, la contrainte physique ou sociale, le rituel, les normes, la justice, les traditions. Et il y a la liberté, la spontanéité, le plaisir, la créativité, le jeu, le don. Et en fonction du positionnement d'un individu sur la boussole d'Alain Caillé, alors attention, il fait partie du MOS, hein, donc il a une vision très spécial du don et du marché, et donc de la liaison de ces deux éléments-là, mais il est peut-être intéressant, il peut être intéressant d'essayer de partir des outils forgés par les sociologues donc au XXe, XXIe siècle, hein, et d'essayer de voir dans quelle mesure il n'est pas impossible, hein, d'aboutir à des hypothèses et à des conclusions fluctuante, hein, mais en tout cas d'essayer de trouver, hein, des possibilités donc d'aménager, hein, les outils qui sont à notre disposition maintenant au XXIe siècle, hein, et d'essayer de les transposer en les adaptant donc au XVIe siècle. Ceci dit, je pense que, vu ce qui se passe actuellement, notamment pour notre campagne politique, je pense qu'il y a des personnages qui pourraient parfaitement trouver place, hein, dans cette boussole d'Alain Caillé, notamment donc, en ce qui concerne l'intérêt pour soi, qui me semble particulièrement intéressant. Je vous remercie de votre attention.